Tout pour investir, tout pour votre argent. C'est tous pour votre argent. Ce matin, je suis bien entourée. Gustave Sonden, cofondateur de Colbert, est toujours là. Rebonjour Gustave. Bonjour. Nous sommes rejoints par Mathias Bacchino, le directeur des marchés européens pour Trade Republic. Bonjour Mathias. Bonjour. Donc c'est la première dans l'émission. Et Souleymane Jean Galadima, cofondateur de Sapiens. Bonjour. Bonjour Lorraine. J'espère que vous allez bien, messieurs. On va rebondir sur cette actu riche et toujours rapporter tout ça à nous, investisseurs et investisseuses particuliers. Gustave, tentez de nous résumer le drama d'OpenAI du week-end. Ce que ça veut dire pour nous, investisseurs de ce côté-ci de l'Atlantique et notre rapport à l'IA. Peut-être, Souleymane Jean, une première réaction. Alors la réaction, elle est naturellement liée à la gouvernance. On sait qu'il y a un problème de gouvernance, une association à but non lucratif qui devient une association à but lucratif limité, des membres d'un conseil d'administration qui ne sont pas actionnaires de la société, et donc effectivement une problématique, je pense, de gouvernance majeure et probablement des sujets, comme le disait Gustave, de désaccord sur la vision d'OpenAI, sur à la fois peut-être la trajectoire produit qui ont provoqué cette situation. Et ce qui est assez triste, c'est de voir Microsoft qui a investi près d'une dizaine de milliards qui malheureusement subit cette situation et qui n'était pas membre du conseil d'administration. Donc une grosse erreur de l'investisseur sur cette situation. Erreur et problème de gouvernance. Mathias, qu'est-ce que ça vous inspire ? En fait, tout le sujet, c'est pour faire partie, moi, d'une scale-up européenne, on voit bien que l'ambition d'une start-up ne peut pas être la même que l'ambition d'une fondation à but non lucratif. Et donc, il y avait manifestement chez Sam Altman la volonté de développer une entreprise, alors qu'il y avait chez certains membres du conseil d'administration la volonté de développer une fondation. Pour les investisseurs particuliers, pour les épargnants qui nous écoutent, l'enjeu, ça va être l'impact sur le cours de l'action Microsoft, qui a été négatif vendredi. Et on peut espérer que, pour le cours en tout cas de Microsoft, que l'annonce qui vient d'être faite d'une éventuelle embauche de Sam Altman par Microsoft en direct puisse soutenir le cours, voilà, tout simplement, puisque manifestement cet homme-là joue un rôle personnel important dans le succès d'OpenAI, et il n'est pas juste là pour représenter l'entreprise, il a un vrai rôle moteur quelque part. Après, qui est important, quoi. Il a déjà connu entre guillemets un peu les affres de gouvernance, puisque Elon Musk était présent en 2015 au lancement d'OpenAI. Il est finalement sorti en raison de désaccords de l'aventure en 2018, donc il y avait déjà entre guillemets des germes quand même de visions assez différentes, et c'est là où finalement c'est intéressant, c'est de voir que ce sujet de l'intelligence artificielle n'est pas encore gravé dans le marbre. Effectivement, les Américains ont une vraie longueur d'avance, néanmoins des opportunités, et notamment Xavier Niel et Rodolphe Saadé effectivement ont profité finalement de ces annonces avec la semaine dernière le lancement effectivement de QTI, le laboratoire d'intelligence artificielle. Donnez-nous un peu d'infos sur justement le lancement de ce labo de recherche. Alors, déjà, le premier élément, c'est quid des ordres de grandeur en termes d'investissement. Donnez-nous des chiffres. 100 millions environ côté, effectivement, ce laboratoire de recherche, versus, effectivement, une dizaine de milliards avec Microsoft sur OpenAI. Donc, leur approche va être plutôt ce qu'on appelle une approche open source, c'est-à-dire qu'à défaut, effectivement, d'avoir la puissance financière dont a pu bénéficier effectivement ChatGPT et tous ces sujets, l'approche effectivement de QTI est plutôt de capitaliser sur un ensemble de compétences, un ensemble effectivement de capacités à collaborer sur ce sujet d'intelligence artificielle, de manière à repositionner la France en pointe, ou du moins à être un facilitateur sur ce sujet d'intelligence artificielle. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi la présence d'Eric Schmidt quand même, le fondateur de Google, dans le trio de lancement. Ça annonce peut-être le fait que la France se dote des capacités pour faire un vrai champion à l'échelle mondiale. Ce lancement, ça a aussi rappelé le nombre de médailles Fields, le nombre de prix Nobel français. Il est peut-être temps qu'on leverage un petit peu sur ce vivier de talent qu'on a en France, qui aujourd'hui reste un petit peu plus dans les laboratoires et malheureusement pas assez dans les scale-up. Enfin, flèche de tout bois. Ouais, faut faire attention à la rémunération quand même, parce que là il y a un enjeu majeur, c'est-à-dire il s'agit de garder en Europe et en France les talents. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde est drivée par les Français. Enfin, il y a un rôle quand même très important des... Drivée intellectuellement. C'est ça, mais pas du tout économiquement. Donc si on peut au moins, avec cette nouvelle structure à l'approche open source, comme on dit, maintenir en France et en Europe ce leadership intellectuel, l'enjeu là, ça sera la rémunération, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on ne peut pas rémunérer 10 fois moins un chercheur français en France
qu'aux États-Unis, c'est pas possible. Donc c'est cet enjeu-là majeur, à mon avis, qu'ils doivent adresser. Et je pense que le jeu en vaut la chandelle, puisqu'on a quand même un marché dont la croissance est estimée à 46% par an, 1,2 trilliard en 2032 contre 40 milliards en 2022. Donc c'est un marché qui, normalement, devrait justifier quelques investissements pour se rentabiliser. On espère effectivement que les fonds VC, par exemple européens, se positionnent activement sur ce sujet-là. On sait qu'ils sont de plus en plus en capacité à collecter des sommes conséquentes. On a, nous, chez Sapiens Family Office, notamment sélectionné Balderton, qui est un des leaders européens sur notamment ces sujets d'intelligence artificielle. Et on espère que l'initiative QTAI permette en fait de semer effectivement des nouvelles licornes sur cette dimension. Voilà, un projet d'open science, comme on peut dire. On le voit derrière un gros projet RH, et puis surtout, bon, pour l'instant, on parle de 6 chercheurs, hein, c'est pas encore la Silicon Valley, mais il faut saluer les efforts, le chemin, la direction. Un petit point, si vous voulez bien, messieurs, sur les marchés. Les marchés sont-ils trop optimistes en ce moment, Mathias ? Bien, la question se pose, puisque l'indice CAC 40 s'est maintenu au-dessus de 7200 points. On a vu le Nasdaq reprendre. Le mois de novembre va probablement interrompre 3 mois consécutifs de baisse des marchés. Et pourtant, les données économiques américaines et européennes ne sont pas bonnes ces derniers temps. L'emploi ralentit aux États-Unis. En Europe, on abaisse les prévisions de croissance économique. Donc, les marchés tiennent, avec cette grande question: quand la baisse des taux va-t-elle commencer aux États-Unis et en Europe ? On sait que sur les 100 dernières années, quasiment systématiquement, donc près de 90% des cas, au moment de la baisse des taux, où les taux recommençaient à se détendre, c'est à ce moment-là que les marchés baissaient en fait. C'était pas au moment où les taux augmentaient, mais bien au moment où les taux commençaient à baisser. Donc l'enjeu là aujourd'hui, c'est de savoir si des marchés qui remontent, qui tiennent, le CAC 40 qui est re-rentré dans son range, eh bien, vont tenir au moment où les conditions économiques, probablement en début d'année prochaine, vont commencer à se dégrader significativement, Lorraine. Donc, moi, je retiens, entre autres, des travaux de la recherche économique d'Amundi, qu'il y a un vrai risque aux États-Unis sur la consommation, puisque le choc inflationniste a été en partie encaissé par les cartes de crédit. Je ne sais pas si vous avez vu le graphique des encours de cartes de crédit aux États-Unis, c'est proprement hallucinant. C'est-à-dire, c'est une explosion exponentielle d'encours de cartes de crédit. On connaît tous les difficultés de l'immobilier aussi chinois, et on connaît bien sûr les difficultés des dettes publiques européennes. Donc ça fait là un cocktail potentiellement explosif pour le début 2024. Donc l'enjeu sera de savoir comment les banques centrales américaines et européennes vont gérer la communication sur une possible baisse des taux. Et à quel moment? Est-ce qu'elles le feront trop tôt? Est-ce qu'elles le feront trop tard? Bien souvent, les Européens sont en retard. Espérons que cette fois-ci, ce soit bien géré. C'est vrai qu'entre le hiatus, entre ce dont les médias ont parlé et puis ce qui a fait bouger les marchés, la baisse des ventes au détail côté US est un petit peu passée à la trappe. Alors, pas sur notre chaîne, évidemment, mais qu'est-ce que ça dit pour nous, messieurs, cet optimisme en trompe-l'œil sur les marchés Alors, je trouve que c'est vraiment en trompe-l'œil, en fait. Et pour revenir à mes Magnificent Seven de tout à l'heure, si on s'abstrait, en fait, ou plutôt si on les exclut du calcul de la performance du S&P 500, on se rend compte qu'en fait, le S&P 500 fait moins 4% sur l'année. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les marchés ne sont pas tellement surévalués. En revanche, ils sont ultra drivés par leurs locomotives, qui sont ces top boîtes US, et qui notamment bénéficient de méga tendances, comme l'intelligence artificielle, vous voyez, tout se recoupe, et qui ont survalorisé finalement, ou en tout cas très bien valorisé ces valeurs, mais finalement, ce n'est pas le cas des autres valeurs, y compris dans le S&P 500. Une bonne nouvelle, l'Italie, pas dégradée par Moody's, Souleymane Jean. Oui, on passe effectivement d'une notation négative à perspective stable, effectivement, par Moody's au niveau de l'Italie, avec néanmoins quand même des avertissements de la part de Moody's sur leur capacité effectivement de rigueur budgétaire, mais c'est un bon signal, je pense, pour l'Italie et notamment pour l'Europe. La France est en pleine réflexion sur son budget 2024 et sur l'anticipation en 2025. Tâchons, nous aussi, effectivement, sur cet aspect de réduction budgétaire, de réduire effectivement le poids de la dette publique pour effectivement, à terme, poursuivre cette politique de l'offre et poursuivre effectivement.
Alors, moi, je serais relativement prudent, malgré Mathias, tout. c'est notre pessimiste de la matinée. Non, Notre réaliste. j'essaye d'être plutôt optimiste dans mon approche à long terme, mais à court terme, j'ai vraiment ce premier semestre 2024 en ligne de mire, et l'impact en fait d'un affaiblissement plus prononcé que prévu de la croissance économique en Europe. Alors, est-ce que l'Italie serait de nouveau, comme au début des années 2010, l'homme malade de la zone euro? Peut-être pas. Peut-être que ce serait la France, à voir. Mais il y a un vrai sujet, en tout cas, sur la trajectoire des finances publiques, ça c'est clair. Ça c'est inévitable. On peut se voiler la face pour le moment. Il est certain que l'explosion de la dette publique des États, entre autres la France, entre autres les États-Unis ces derniers temps, posera un jour problème. Quand est-ce que ce sera bien malin celui qui pourra le dire? Et ça permet effectivement de se dire qu'entre ce que vous disiez, entre l'Europe et les États-Unis, on a effectivement ce vrai sujet. Si on veut effectivement maintenir une vraie compétitivité européenne, d'être vigilant sur ces sujets de dette publique, et d'un point de vue aussi pour les investisseurs qui nous écoutent, de se diversifier au maximum, puisque les trajectoires suivies effectivement par l'Europe et les États-Unis sont clairement différentes, notamment en termes de PIB, en termes d'emploi, en termes d'inflation. Et donc tout l'intérêt, par exemple, et je parle effectivement notamment des ETF, de cette capacité, de ces solutions d'investissement pour essayer et aider les investisseurs à se diversifier non seulement sur les marchés US, mais également sur les marchés européens. Un petit mot de Bitcoin et d'Argentine. On parle international ce matin. Vous avez sans doute suivi les élections du côté de l'Argentine, où un ministre de l'économie a été battu par un candidat pro-Bitcoin. Est-ce que vous nous résumez, Gustave, la situation? Alors oui, surprise, on en avait parlé il y a quelques semaines d'ailleurs de son programme de dollarisation finalement de l'Argentine. C'était l'angle qu'on avait choisi. Il était décrit comme le candidat populiste, un peu surprise, un peu le Trump argentin. Et ben, il a gagné, et il a bien gagné même, puisqu'il a gagné avec 55,8% des voix, il me semble. C'est ça. Javier Milei, voilà. si je prononce bien. Bah, je pense que sa tête résume pas mal Ceux son qui nous regardent programme. en écran. Mais voilà. C'est un délit faciès, ça, Gustave. Hein. Un candidat folklorique. Non mais voilà, un candidat folklorique. Il aime bien les tronçonneuses. Amaury de Il aime bien les tronçonneuses. Amaury de Touquédec de BFM Crypto Le Club nous a rejoint. Effectivement, en préparant cette émission, Amaury m'a fait visionner une vidéo sur Twitter où on voit ce nouvel élu avec une tronçonneuse et il défile dans la rue. Expliquez-nous. Bah, visiblement, c'est une moyen de fêter un peu l'élection, quoi. Bon, on verra la suite. Bon, qu'est-ce que ça veut dire côté crypto, l'élection de cette personne, de ce personnage, Amaury? Bah, déjà, un petit état des lieux rapide de la situation économique en Argentine. 40% de pauvreté, 140% d'inflation en rythme annuel, 45 milliards de dollars de dette auprès du FMI. Donc, point commun de ces problèmes, c'est la monnaie, le peso. Sa valeur ne cesse de se déprécier. Les Argentins n'ont plus confiance en leur monnaie. Et c'est pour ça que le dollar américain y est tant recherché et que les cryptos ont un tel succès dans ce pays. Donc, programme de Milei, redollariser l'Argentine, comme c'était le cas il y a 20 ans, il y a un peu plus de 20 ans, et donner plus de place aux cryptos. Donc effectivement, comme on l'a dit, c'est un candidat anti-système, populiste, fervent admirateur de Donald Trump, de Jair Bolsonaro. Voilà, le personnage divise l'opinion et suscite pas mal d'interrogations à l'étranger. Il y a encore quelques semaines, il faut se rappeler qu'il a appelé à la fermeture de la banque centrale du pays, qu'il avait qualifiée d'escroquerie, et en même temps, il envisageait, et là ça nous intéresse, Bitcoin comme une alternative sérieuse. Bon, le cours de la reine des cryptos semble avoir réagi positivement à cette annonce, donc à l'annonce de l'élection. Cependant, il faut bien se rappeler qu'il n'a jamais officiellement déclaré qu'il en ferait un élément central de sa politique, même si les observateurs attendent inévitablement un geste en faveur des cryptos dans le pays. Messieurs, le mot de la fin, Gustave? Moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir ta lecture, Amaury, sur crypto ou dollar, parce que finalement, on pourrait se dire, ce système qui est dépassé par l'inflation, est-ce que la crypto, ce serait pas l'alternative dans ces pays justement où l'État semble pas arriver à gérer finalement sa monnaie? Et pourtant, c'est le dollar, donc c'est l'hypercentralisation qui semble être l'option privilégiée. Donc c'est un peu contre-intuitif, selon moi, intellectuellement en tout cas. Mais on va voir, effectivement, il y a des exemples en Amérique du Sud qui sont crypto, des exemples qui sont dollars. Donc les deux semblent pouvoir fonctionner. Souleymane Jean? Les cryptos, notamment le Bitcoin. Alors, je pense qu'il y a aussi l'effet halving, on sait, sur 2024 qui peut bien aussi sûr, expliquer qui arrive en avril, la hausse. Il faut aussi regarder ce qui s'est passé notamment au Salvador. Malgré effectivement un résultat mitigé, on sait que l'adoption en fait du Bitcoin a énormément permis de bancariser en fait un certain nombre et une certaine partie de la population. Donc on peut aussi espérer que côté Argentine, ce choix, cette utilisation effectivement des cryptos permette de bancariser, permet de faciliter aussi des échanges dans différents domaines et au niveau local. Mathias, le mot de la fin pour vous? Je dirais que ce journal, si on en doutait, montre bien que le monde est entré dans une forme de transition financière
et que dans les périodes de transition, il y a beaucoup d'extrêmes. On teste, on cherche à comprendre, on cherche à trouver des nouvelles solutions. Et la situation en Argentine en fait partie. Donc on s'accroche, on regarde bien ce qui se passe, on décrypte beaucoup ce qui se passe parce que ce qui se passe dans l'univers financier aujourd'hui est vraiment très important, quoi. Moi, en 20 ans de boulot, j'avais jamais vu ça. Donc espérons que ça continue. Voilà, une raison pour continuer à suivre cette émission. On mobilise les meilleurs experts pour décrypter l'actualité au quotidien de vos finances personnelles, de l'argent, de l'économie qui vous concerne, qui nous concerne.